Salut à tous. Salut. Ça y est, je suis enfin de retour après des vacances bien méritées, étant donné tout le travail que j'abats au quotidien. On se retrouve comme chaque lundi pour décrypter le nouvel épisode de Westworld. Cette semaine, tout s'accélère, on découvre de nouveaux horizons et c'est vraiment un épisode à 200 à l'heure. Ouais, c'est un peu la nouveauté de cette saison 2, moi je trouve, c'est que oui, il y a toujours autant d'intrigues, de mystères, il y a des fois on comprend même carrément rien, mais ils ont rajouté des scènes d'action à rebondissement, c'est ce qui manquait dans la saison 1, et donc on est bien content et on en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. L'épisode commence fort avec la découverte d'un nouveau parc, un parc indien cette fois-ci, on s'attendait plutôt à celui des samouraïs et du shogun, là apparemment c'en est un autre. Ouais, on est transporté dès les premières secondes dans un nouveau lieu, donc un peu Bengali World on va l'appeler. Des nouveaux personnages, une très belle femme, un très bel homme, on se retrouve un peu dans un jeu de séduction, transporté, et comme souvent dans Westworld, on comprend rien au début. On reparlera d'ailleurs de ce personnage féminin en effet plutôt très sympathique, qui a l'air de très bien connaître ce parc, d'être une adepte un peu de ce jeu, et qui va en fait découvrir que tout fout le camp. Ouais, c'est une manière, on comprend très vite que cette scène d'introduction est une manière de nous expliquer la guerre civile s'étend à tous les parcs de l'entreprise Delos, aussi bien dans le Westworld que dans ce Bengali World. Et puis, à noter aussi ce petit jeu sexuel un peu marrant où ils se testent, ils se tirent dessus pour voir si c'est vraiment des robots, des humains. On est toujours dans cette dualité, et là, la guerre civile s'étend, elle fait des victimes, et donc c'est une affaire à suivre, surtout que le personnage soulève beaucoup de mystères aussi. On en reparlera tout à l'heure. On revoit aussi dans cet épisode le tigre, Shiva est de retour, let's go. C'est quand même assez marrant de revoir ce tigre parce qu'on se dit en fait que ça nous permet aussi de comprendre que tous les parcs donnent les uns aux autres et qu'en fait ils sont ouverts puisque même on voit cette protagoniste traverser cette bordure, ce laser rouge en fait qui montre que jusqu'à présent on ne pouvait plus aller au-delà de ces frontières. Désormais les frontières sont ouvertes. Ça nous donne des indications sur le lieu et aussi sur le temps, sur la timeline, parce que forcément dans Westworld on se demande à quelle époque, à quel moment ça se passe. Et là le fait qu'on retrouve cette fille se réveiller au bord de l'eau et qu'on retrouve en même temps ce tigre qui l'a attaqué dans l'épisode 1 de cette saison, on le retrouve dans une timeline qui est celle du présent, qui est celle de Bernard qui lui est secouru aussi au bord de l'eau par toute cette équipe d'intervention de Delos, etc. Donc on voit très bien que ce qui se passe dans le Bengali World, ce parc indien, se déroule en même temps que le présent, c'est-à-dire le moment où Delos prend les choses en main et monte une armée pour vraiment venir à bout des robots. Un présent d'ailleurs très peu présent, comme tu disais tout à l'heure, puisque en fait la timeline présente est extrêmement peu marquée dans cet épisode. On retrouve l'entreprise Delos, on retrouve d'ailleurs... toujours l'acteur de Vikings qui mène un peu les affaires, le Floki. On retrouve Bernard et Charlotte qui se retrouvent également. Et ça c'est peut-être le moment le plus intéressant de cette scène du présent, puisque Charlotte lui dit à Bernard « Ah mais tiens, tu es vivant, je pensais pas que tu aurais les épaules pour survivre. » C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dont on n'est pas au courant, mais ça a dû castagner sec. Un autre personnage également très important dans cette saison, c'est vraiment Peter Abernathy, celui par quoi tout a commencé finalement, puisque c'est lui aussi qui avait donné un peu l'alerte à Dolores dans la saison 1. Peter Abernathy qui est encore au centre des intrigues, puisqu'en même temps c'est lui qui a toutes les données du parc, les parcs qui sont devenus essentiels pour Delos. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs dans les théories, parce qu'on avait une théorie qui s'est révélée plutôt pas mal. C'est Charlotte qui, dans cette scène du présent, lui dit d'ailleurs, tu sais pas où est Peter Abernathy parce qu'il arrête pas de s'échapper constamment. Donc on voit qu'il y a... Et surtout qu'on voit bien dans cet épisode que à la fin de cet épisode se termine par Charlotte qui repart avec Peter Abernathy. Donc il a dû se passer énormément de choses entre le présent et les scènes du passé pour qu'on puisse recoller les morceaux, et ça va se dérouler tout au long de la saison, et c'est ça qui est assez cool. Ouais, c'est ça qui est assez cool dans Westworld. En fait, il y a des cliffhangers dans les épisodes. C'est que chaque timeline en fait nous donne envie de comprendre ce qui s'est passé avant et de voir pourquoi c'est devenu tant un bordel. Scénaristiquement, c'est quand même le truc le plus important de jouer avec les flashbacks, les machins, etc. Et je faisais une vidéo sur Fear the Walking Dead à la fin de la semaine là. C'est exactement ce qu'ils ont essayé d'insérer dans l'univers de Walking Dead, et ça crée forcément du suspense. Donc effectivement, peu de la timeline du présent dans cet épisode et beaucoup, majoritairement, de la timeline du passé. C'est normal puisque c'est là où se situent quand même globalement toutes les histoires centrales des personnages centraux. Avant, on avait plusieurs lieux dans le passé. On avait bien sûr Bernard et Charlotte, donc qui essayaient de s'échapper juste après cette soirée un peu mortuaire où tout le monde est mort. Et on avait Dolores et Teddy qui menaient leur combat, et Maeve dans son coin qui, elle, cherche sa fille. Voilà les trois endroits qu'on avait, les trois lieux. Ici, plusieurs intrigues vont s'entremêler. On retrouve d'un côté Dolores et Teddy qui continuent de poursuivre leur quête et d'agrandir leur armée d'Host. Alors là, notamment, on retrouve un peu ce personnage assez stylé qui joue d'ailleurs Simon dans The Walking Dead, qui est normalement un personnage qu'on connaît hyper sadique, genre qui a peur de rien, qui tue tout le monde. Et là, bim, twist scénaristique, les mecs en font un allié, et le gars devient tout de suite hyper sympa et puis hyper galant. C'est quand même vachement marrant de le voir comme ça. C'est une des scènes les plus drôles de l'épisode, on s'est bien marré. Simon, d'ailleurs l'acteur, je me demande s'il joue des
des rôles parfois où il n'a pas l'accent texan. Et là, il a encore un accent de psychopathe. Et donc il passe du psychopathe au chevalier blanc, celui qui sauve, et ça c'est hyper marrant, c'est des clins d'œil comme ça qu'on aime dans Westworld aussi, au-delà de l'intérêt scénaristique du truc. Ouais, ça donne une dimension comique qui est clairement notable. Et qui parfois manque un peu dans Westworld, où on se dit c'est la série qui se prend au sérieux, qui me bouffe la tête, etc. Un peu de vanne, ça fait jamais de mal. Et donc par une série d'aventures, Dolores et Teddy, le combat de Dolores et Teddy, et donc cette volonté d'amasser une armée pour lutter contre les hommes, les emmène au contact de Bernard et Charlotte. Bernard parce qu'il est fait prisonnier, et Charlotte parce qu'elle devient vraiment l'ennemi et qu'elle mène une armée pour récupérer ce fameux Peter Abernathy. D'ailleurs, on assiste un peu à cette première guéguerre, entre guillemets, entre une vraie baston. Une vraie baston. D'un côté, Delos menée donc par Charlotte, avec leur gun ultra pointu. On est vraiment dans la technologie. C'est normal. C'est un combat. C'est ça qui est excellent dans la bataille qu'on suit. C'est qu'en fait, c'est deux époques totalement différentes c'est un peu David contre Goliath parce qu'avec toutes les technologies, les buggy, etc. Comment veux-tu résister, toi qui es un cowboy, t'as ton vieux fusil qui tire un coup par minute, c'est pas possible. Et je trouve que le choc entre les civilisations et les époques est assez bien fait. Dolores qui s'impose encore en vrai chef de guerre, c'est elle qui donne d'ailleurs la stratégie contre l'équipe de Delos qui est quand même très bien fournie. Et d'ailleurs elle a toujours un peu un cran d'avance. Elle s'est toujours aussi, elle s'attendait en fait à cette attaque de la part de Charlotte et de Delos. Et c'est elle qui choisit aussi le lieu et cette forteresse pour pouvoir justement contre-attaquer, sachant que ça n'allait pas être facile. De manière cruelle, elle se sert des confédérés pour pouvoir mettre au point son piège et donc faire exploser tout le monde et donc s'en sortir. Elle est cruelle, elle est stratège, c'est vraiment devenu une autre personne. On aura l'occasion d'en reparler dans la joute, on ne sait pas vraiment pourquoi et où ça va. D'ailleurs, elle se présente désormais comme Wyatt, plus comme Dolores. Ouais, c'est vrai. Donc son personnage évolue constamment. Et surtout, en parallèle de cette bataille, c'est ce qui est souvent le cas, il est question de prisonniers. Deux prisonniers bien différents, deux approches bien différentes, puisqu'on a Peter Abernathy qui est donc le père de Dolores, qu'elle reconnaît. Teddy le découvre d'ailleurs dans cet épisode, parce qu'il ne se souvient plus. Teddy découvre beaucoup de choses au fur et à mesure, c'est quand même pas facile pour lui. Et Bernard, qui est quand même construit sur la base d'Arnold, Arnold qui était quand même celui qui avait la relation la plus étroite avec Dolores. Donc c'est comme si Dolores, en une scène avec deux prisonniers, retrouvait ses deux pères. Ouais, un peu ses deux talons d'Achille d'ailleurs. Son père surtout devient son vrai talon d'Achille puisqu'il va quand même lui faire un twist scénaristique assez important. Dolores qui jusqu'à présent était vraiment menée par cette quête de se battre et de prendre le pouvoir, d'en faire un peu son monde à elle. Là, elle voit son père qui est quand même en grande peine, qui souffre énormément. Elle sait absolument pas comment faire pour qu'il aille mieux. Du coup, elle va d'ailleurs demander son aide à Bernard. On peut se demander à quel point elle s'est vraiment émancipée de son passé et de son ancien scénario quand même. Oui, parce que là, clairement, ce qu'on retient à cette fin d'épisode, c'est que l'objectif principal a changé pour Dolores et sa bande. Ce n'est plus de continuer la révolution coûte que coûte, de tuer tout le monde, etc. C'est pour l'instant, en tout cas dans un premier temps, de retrouver Peter Abernathy qui a été enlevé par Charlotte. Charlotte qui pense, on le rappelle encore une fois, qu'il a toutes les données du parc et donc que c'est la clé et qu'il faut absolument avoir cet humanoïde pour récupérer toutes les données. Alors deuxième twist aussi dans cet épisode, Peter qui en effet avait toutes les données du parc se retrouve désormais prisonnier de Charlotte qui pense qu'il les a toujours, mais non, en fait Bernard, il semblerait en tout cas. Il semblerait que Bernard s'en soit rendu compte et se soit approprié entre-temps toutes les données du parc. Et à la fin de cet épisode, il n'est pas en grande forme. Bernard, on sait qu'il est au bout du rouleau. Et je trouve que la discussion de Bernard-Dolores n'a pas du tout le même impact que la discussion Dolores-Peter. Autant elle reconnaît son père en Peter, puisque il est comme elle, c'est un host, etc. Autant en Bernard, qui est aussi un host, mais qui est beaucoup plus affilié à un être humain, avec elle, il n'y a pas d'émotion. Elle lui dit non, t'as tort, tu comprends rien. Pourquoi tu fais ça, etc. Oui, pour lui, c'est un traître. Exactement. Et donc, il ne lui fera pas changer d'avis, comme Peter peut le faire. On observe aussi une vraie évolution entre le duo Teddy-Dolores. Teddy, qui est donc devenu éveillé, entre guillemets, il y a un épisode de cela. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais en même temps, il commence vraiment à s'affirmer et il commence aussi à suivre un peu son instinct et ses sentiments. On le voit d'ailleurs là, puisqu'il va relâcher des prisonniers contre la vie de Dolores. Ça n'a pas l'air de plaire beaucoup à Dolores. Ouais, c'est la notion de libre arbitre qui est en train de naître en lui. On voit ce plan qui est un peu lourdeau, mais bon, c'est aussi ça, c'est caricatural, de Dolores qui est en fond, qui est en train de juger ça. On peut présager dans le futur une brouille éventuelle, ou en tout cas vraiment un clash entre Teddy et Dolores qui ont toujours été soudés, mais pour une simple et bonne raison. C'est Teddy se pliait jusqu'à présent aux volontés de Dolores. À présent, maintenant qu'en effet, tu dis, il a son propre libre arbitre, en tout cas, il commence
à avoir ce sentiment-là. Peut-être qu'en effet, il peut y avoir une scission prochaine entre les deux. Ouais, surtout que Dolores le traite quand même globalement un peu comme de la merde. C'est pas évident. Ouais. C'est ce que lui dit d'ailleurs le mec avant de mourir ou de s'échapper, mais il lui dit mec, moi j'aurais un peu honte quoi. Ah, on retrouve un peu votre côté viril qui revient un peu. Ah d'accord, ouais. Non mais c'est une série très très féministe et ça écrase les hommes. Moi je le sens vraiment mal. Et puis on retrouve toujours dans cette timeline du passé, un peu à part, dans un arc narratif indépendant, Maeve, Hector et ce bon vieux Lee Sizemore. On sait que la route s'était croisée avec Dolores dans l'épisode 2, il me semble, et que en fait les deux femmes se respectent mutuellement mais qu'elles n'ont pas du tout le même dessein. Et là donc Maeve continue son petit road trip, guidée par Lee Sizemore, en direction de sa fille qui, normalement, se trouve dans le Shogun Park. Ouais, une quête qui s'annonçait déjà semée d'embûches. Maeve était au courant, c'est pour ça qu'elle s'est bien entourée. Et son petit Hector assez sexy là, nous Cowboy sadomaso, hein. Cowboy sadomaso. Cowboy sadomaso, mais moi j'adore, ça me va très bien. Bref, ils continuent leur quête, une quête donc qui s'annonçait assez difficile. La preuve, hein, là ils rencontrent 3 Indiens qui n'ont pas l'air très sympathiques, mais finalement ils s'en sortent plutôt pas mal, comme d'habitude. À part le petit Lee qui court comme un... Lui il est tellement mignon, je peux mourir. Et donc ouais, c'est un truc à part, c'est pour moi un arc narratif hyper intéressant parce qu'il va nous emmener dans d'autres il nous emmène au Shogun a priori, et on découvre d'ailleurs à la fin ce gros cliffhanger qui nous montre un samouraï prêt à attaquer. A priori, on commencera l'épisode suivant avec le parc des samouraïs. Et surtout au-delà de ça, il y a une vraie discussion, je trouve, qui est hyper importante ou en tout cas intéressante. Cette sorte de discussion qu'ils ont dans le tunnel un peu sombre entre Hector et Maeve qui sont dans ce sentiment de love complet et Lee Sizemore qui tient la chandelle et qui leur dit non, c'est pas possible, tu peux pas être amoureux d'elle, on t'a programmé pour que tu sois amoureux d'Isabella. Et à partir de là, il y a un vrai discours d'Hector sur non, ça c'est des vrais sentiments que j'ai. C'est assez intéressant, je trouve, la manière d'essayer d'aborder comment les sentiments du robot peuvent jaillir. D'ailleurs, Lee vient interrompre et commence à réciter en fait les paroles qu'il s'apprête à dire. À ce moment-là, on se rend compte qu'Hector est quand même toujours très formaté, mine de rien, il se souvient aussi de tout ce qu'on lui a appris. Il connaît pas encore d'autres choses, il l'apprend au fur et à mesure. Et c'est là où on peut se demander à quel point ils peuvent aussi s'émanciper de leur scénario et à quel point aussi, au fur et à mesure, ils vont pouvoir s'approprier aussi leur histoire et s'approprier leurs propres sentiments. C'est un truc progressif, tu vois, les sentiments, ils les ont, enfin ils les sentent évoluer, mais ils n'ont pas encore le vocabulaire pour les formuler. Enfin, c'est un peu similaire aux humains qui apprennent aussi peu à peu. Oui, c'est comme si je devais exprimer mes sentiments en chinois, tu vois ce que je veux dire. C'est pas évident. Tu peux essayer, mais c'est pas évident. Je suis pas sûre qu'elle comprenne. J'apprends une phrase par cœur, là ok, c'est exactement ce qui se passe avec Hector, mais si je ne saurais pas développer. Tu peux peut-être avoir un premier rendez-vous, mais pour le deuxième, ce sera peut-être plus compliqué. Donc voilà, en conclusion, un épisode qui est, pour moi, représentatif de cette saison 2 et de la bonne vibes qu'il y a. C'est-à-dire toujours plus d'intrigues, on avance dans toujours plus de personnages aussi. Ouais, ça c'est un peu galère, on va pas se le cacher. Mais la complexité des sentiments, on creuse ça, la différence entre les hommes et les robots qui est pas si énorme que ça au final. Allié à ça, beaucoup d'actions, de rebondissements. Il y a une guerre qui est en train de se dérouler et donc ça donne de l'action et forcément des scènes qui peuvent devenir cultes. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça tient ses promesses, c'est assez concluant et puis ça nous emmène aussi vers d'autres intrigues qui ont l'air plutôt vraiment cool. Je trouve qu'il y a plus de rythme qu'en saison 1. Il y avait vraiment un creux dans la saison 1. Je l'ai bien aimé la saison 1 globalement, mais toi tu prenais de l'épisode 3 à l'épisode 7. C'était assez similaire. C'était un peu, il posait les bases. C'était redondant de fait aussi qu'on revoyait toujours les mêmes scénarios et qu'il y a un moment où aussi le spectateur pouvait en avoir un petit peu marre de revoir 20 fois Dolores se réveiller dans son lit avec son papa dans son ranch. Là au moins on élargit les horizons, on découvre de nouveaux personnages, de nouveaux mondes. On a un peu envie de voir la suite. La semaine dernière, j'ai perdu en MVP avec Dolores. Cette semaine, je suis pas sûre d'avoir choisi le bon non plus pour gagner, mais c'est pas grave, je défends. Je défends Lee Sizemore. Alors Lee Sizemore, il fait partie du trio avec Maeve et Hector. Moi, il me fait complètement craquer. Il est absolument génial. Il y a une espèce de petite flegme britannique en fait qui donne une touche humoristique à la série. Une série, je trouve, qui manque d'humour parfois et un peu de lâcher prise. Et du coup, ce mec un petit peu barré, un petit peu à la masse, en décalage complet avec ses personnages très stéréotypés, très américains finalement. Lui, il arrive un peu comme ça, voilà, il est toujours un peu à la masse et moi j'aime bien ça. De Maeve et Hector qui sont quand même pas les plus fun du monde. Ouais, je sais pas. C'est aussi peut-être son côté vulnérable qui en fait un personnage attachant. En tout cas, à mon avis, il va vraiment progresser à l'avenir et ça va être un personnage assez intéressant. Tu crois ? Ouais, je pense. Ouais, je pense qu'il va rester ce petit bouffon, un peu ce mec qui apporte des gags, mais oui, ça restera un personnage secondaire. Ouais, mais c'est une bouffée d'air frais, c'est vrai, dans cette série. En toi, t'as repris Teddy dans le genre rebelote pour gagner, merci ouais, quoi. Je me fais tacler comme ça. Oui, j'ai pris Teddy parce qu'il a gagné la semaine dernière, donc je me suis dit, voilà, on va appliquer des recettes simples. Dès que ça gagne, je prends le même personnage. Là, j'ai pris le même personnage que Mélanie. Non, mais parce que aussi, je trouve cet épisode donne encore plus d'épaisseur à Teddy, notamment cette scène finale avec ce libre arbitre, on se détache des ordres de Dolores. Il y en a marre que des bonnes femmes nous donnent des ordres au quotidien. Donc voilà, Teddy, je te soutiens et on va se libérer.
La première théorie cette semaine nous montre à quel point Westworld joue sur ce lien entre la réalité et la fiction. Tout commence en fait il y a 4 ans, une jeune femme se fait photographier pour une entreprise technologique sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Et en fait, cette femme photographiée devant Times Square pour cette entreprise se retrouve finalement dans Westworld dans la première saison et n'est autre que ce cliché retrouvé par Peter Abernathy qui va créer tout le bug initial et en fait faire comprendre à Peter qu'il y a clairement un bug dans ce monde. Et puis on la retrouve surtout en tant qu'actrice même dans la série, dans l'épisode de la semaine dernière, puisqu'elle joue la sœur de Logan et la femme de William. Or, les spectateurs se sont rendus compte entre-temps que cette femme, du coup, était maintenant sur une banque de données d'images, Getty, qu'elle avait été donc contactée il y a 4 ans pour cette entreprise technologique anodine. On ne sait rien, qui pourrait être Delos, ce qui serait drôle. Entre-temps, elle devient cette actrice de Westworld, qui est une actrice quand même assez marquante, puisque cette photo a quand même fait tout le tour de Westworld. Et puis, il y a toute l'histoire autour du photographe. Exactement. Le photographe qui a pris cette photo, en fait, s'appellerait, c'est pour ça qu'on met des grands guillemets, Eric Van Weber, je crois. Parallèle avec Arnold Weber, un des créateurs du parc. Et il se trouve que si tu tapes Eric Van Weber sur Internet, tu tombes sur toute une série d'images qu'il a lui-même photographiées, qui sont des photographies de cow-boys, de l'Ouest américain, de samouraïs. Donc c'est comme si 4 ans à l'avance, ils avaient déjà montré toute une opération en vue d'établir la saison 1 et la saison 2 de Westworld. Ce qui veut dire à quel point des gens comme Jonathan Nolan ou Lisa Joy arrivent à jouer avec ça, peuvent voir loin et jouer avec nos nerfs comme il l'avait fait avec cette fausse vidéo qui racontait un peu toute la saison 2. Donc c'est un pas de plus vers le côté série qui englobe tout et qui mange sur la réalité. Deuxième théorie, et pas des moindres, alors celle-là elle t'explose le cerveau complètement, mais elle résout un des grands mystères de ce début de saison 2. C'est bien évidemment la scène de fin de l'épisode 1 où on voit tous ces hôtes flotter à droite à gauche et Bernard dire je suis responsable, je les ai tous tués. En fait il se trouverait, là c'est incroyable, on a vu cette scène où on peut scalper un host, lui retirer le cerveau, lui prendre les données, etc. Et donc on est implanté le cerveau et toutes les données de Teddy dans le corps de Bernard. Ce qui expliquerait pourquoi, vous allez voir sur internet, il y a exactement des explications beaucoup plus détaillées, mais il y a des photos à l'appui où en fait Bernard, dans la timeline du présent, est habillé exactement comme Teddy. De la même manière, ouais. Et puis on voit aussi Bernard qui regarde ses mains comme s'il ne savait pas, justement comme s'il ne se reconnaissait pas quand il s'éveille. On pourrait croire qu'aussi il assiste un peu à cet éveil dans ce nouveau corps. Ouais, exactement. Ça pourrait corroborer. Les deux personnages sont complètement perdus. On sait que Teddy est un tueur né quand même. Dans la saison 1, il en a dégommé un sacré paquet. Alors que Bernard, beaucoup moins quand même. Ouais, beaucoup plus pacifique. Donc ça expliquerait vraiment toute cette relation-là. Et j'ai même, je crois que c'est le site Brain Damage qui dit ça, il se trouve qu'on voit à un moment le corps de Teddy flotter sur l'eau. Est-ce que Teddy aurait été réincarné plus ou moins dans le corps de Bernard et donc est-ce que Bernard aurait du coup tué le corps de voilà. Teddy? Ce serait un truc complètement explosif, mais ça pourrait expliquer un des grands mystères de ce début de saison. Petite auto-célébration pour nous, une autre théorie qui semble se renforcer, c'est vous savez ce dont les filles parlaient la semaine dernière, avec cette espèce de Facebook un peu diabolique que représentait pour Delos le parc de Westworld. C'est-à-dire récupérer des données filmées de ce que font de plus sale tous les puissants de cette planète. Ouais, et ça se renforcerait d'autant plus que Charlotte est obsédée par le fait de récupérer Peter Abernathy et donc de récupérer toutes ces données, puisque c'est si ça tombe en de mauvaises mains, déjà ça peut être une sacrée galère. Et puis surtout, c'est leur moyen de pression, le moyen de pression de Delos contre les plus puissants de cette planète. C'est là où on se rend compte que Westworld est quand même une série extrêmement novatrice et extrêmement visionnaire. Ouais, surtout que ça fait un parallèle un peu avec l'actualité du Cambridge Analytica et de toutes ces histoires de récupération de données et de données privées et d'espionnage. Dans cet épisode, on peut aussi se demander qui est ce nouveau personnage, cette femme que l'on voit dans l'introduction et à la fin également de l'épisode, que tu aimes beaucoup, on a cru comprendre. Cette femme qui a l'air de très bien connaître ce nouveau parc, ce parc un peu indien, Bangladesh comme tu dis, je sais plus comment on l'a appelé. On peut se demander qui elle est, on peut se demander même si elle a des liens de parenté peut-être avec William. C'est notre théorie en tout cas. Oui, peut-être que ça pourrait être sa petite fille. En termes de timeline, ça match. On la voit dans l'épisode précédent où elle est toute petite, c'est une petite fille. Là, effectivement, il y a eu un saut dans le temps et William est devenu l'homme en noir. L'homme en noir, quelqu'un d'assez âgé, etc. Qui pourrait tout à fait avoir une fille de, je sais pas, elle doit avoir 30 ans. Et donc, ce qui nous a quand même surtout éveillé, c'est le fait qu'elle connaisse par cœur le parc. Elle connaît très bien les rouages du parc, elle sait qu'il y a un problème, elle le voit tout de suite. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle arrive à s'en sortir et à se défendre. En tout cas, je pense que ça va devenir un personnage vraiment central dans cette nouvelle saison. Ce serait cool. Elle a ses habitudes comme si elle avait un peu été élevée dans le parc. Puis elle est débrouillarde, elle sait se battre, etc. Ouais, je pense qu'il y a un truc. On voit bien la scène un peu émotionnelle où Ed Harris, l'homme en noir, apprend à sa fille à aller dans le parc, à jouer, etc. Je pense que ça pourrait être un twist scénaristique très intéressant. Info pour cette semaine, pour les fans, la saison 3 a bel et bien été annoncée et confirmée et on l'attend pour 2020, plus que 2 ans à attendre. Ouais, c'est la spéciale Westworld, c'est tous les 2 ans.
Alors moi personnellement j'ai du mal à croire en Dolores totalement libre de ses faits et gestes, qui devient un leader incontesté et qui mène ses troupes dans la révolution. Je vois pas trop ça pour ce personnage, je trouve que c'est trop facile. En fait pour moi c'est tout simple, c'est un pion. Elle est encore manipulée, elle est encore coincée dans un scénario de Ford. Ford pour moi a beaucoup d'emprise encore sur ce parc, il est caché un peu à droite à gauche et il manipule tout le monde. Et pour moi elle est beaucoup moins indépendante qu'un personnage comme Maeve qui trace sa route et qui fait ce qu'elle a à faire. Je pense au contraire que Dolores est en train de s'émanciper peu à peu du scénario de Ford, qui est en effet, à mon avis, encore très présent dans cette saison. Elle est en fait en train d'accéder à sa pleine conscience, on l'a vu notamment au travers du personnage de Wyatt. Elle se présente désormais d'ailleurs comme Wyatt et dit qu'elle écoute sa propre voix. Et donc au fur et à mesure, de la même manière je pense que Maeve, on va voir ces deux héroïnes s'affirmer et vraiment être émancipées de ce scénario, de ce monde et créer le leur. Et c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de cette série. Alors pour ma note pour cet épisode, j'ai mis 4,5 sur 5 parce que j'étais très content de retrouver les personnages de Westworld. Très content de retourner ici surtout. Ouais, je suis de bonne humeur. Retour de vacances, j'ai envie de donner des bonnes notes, etc. Non, c'était le cocktail parfait pour moi. Des intrigues, des réponses, beaucoup de questions comme d'habitude dans Westworld, mais surtout de l'action, des rebondissements. On avance. Je trouve que là où on stagnait dans la saison 1, là ils ont plus eu le temps. La guerre est en marche et il faut avancer et déplacer ses pions et ça c'est très cool. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En plus, on découvre ce nouveau parc, moi qui m'a beaucoup plu, qui promet une intrigue assez cool autour de ce parc. On retrouve nos persos. Je trouve que c'était peut-être un tout petit peu plus mou cette semaine. Je sais qu'il y a eu une fight, mais je m'attendais à une fight un peu plus avec plus de rebondissements peut-être. C'est la semaine dernière, moi j'ai trouvé ça un peu mou. Ah ouais, bah tu vois, moi c'est cette semaine, mais aussi la semaine dernière j'étais un peu comme toi. Je retrouvais Westworld, donc j'étais à fond. Donc là non, j'ai mes 3,5. J'adore cette série, je la trouve toujours très prometteuse. On avance dans les intrigues et je pense que pour la prochaine fois, ce sera encore mieux. Voilà, c'est tout pour notre décryptage de cette semaine, de cet épisode 3 de la saison 2 de Westworld. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec nos théories, si vous avez vos propres théories. Ouais, carrément. Et puis si vous savez ce qui va se passer, si vous êtes devin, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En attendant, continuez de liker, de partager et de vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très vite. Salut. Ciao.